Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous sommes mercredi 8 août 2018. Voici la une du journal. La fin du suspense hier mardi pour les candidats à la présidentielle 2018, sauf dernière validation du Conseil constitutionnel. Qui donc sont les 9 sélectionnés à cette étape? Portraits et parcours en tête de ce journal. La fin du rêve pour les deux dames engagées dans cette présidentielle 2018. Dossier rejeté après examen à Elekam. Et la question revient. Où sont donc passées les femmes politiques camerounaises? Éclairage dans la grande enquête du journal. La fin de l'arbitraire et des abus avec l'avènement ce mercredi de la commission chargée des indemnisations des victimes. L'installation des pionniers de cette instance et leur mission, c'est à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Le 20h30 vous ouvre ce soir la galerie de portraits des présidentiables 2018. En tête sur ce podium, le président de la République, son Excellence Paul Biya, candidat à sa propre succession. Depuis son excellent parcours académique jusqu'à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, Yves-Marc Medzo retrace ici la fulgurante trajectoire politique du chef de l'État camerounais. C'est une histoire qui prend sa source en Vomoka, au cœur de la forêt équatoriale du Sud Cameroun. Pétri dans la rigueur de l'éducation chrétienne, il grandit sous l'escorte des missionnaires. D'abord à l'école catholique d'Undun, puis au petit séminaire d'Edea et d'Akonon. Il regagne par la suite le lycée Leclerc de Yaoundé, où il va obtenir la première partie de son baccalauréat. La foi et l'éducation reçue de sa famille et de ses enseignants le préparent à affronter la dure expérience de la vie. Il va par la suite s'envoler pour l'Europe. Là-bas, il étudie le droit dans tout son raffinement et la science politique dans toute sa subtilité. Dans sa gibecière, une licence en droit, un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, un autre de l'Institut des hautes études d'outre-mer et pour couronner le tout, un diplôme d'études supérieures en droit public. Son séjour en Europe lui donne une vive conscience du rôle qu'il est appelé à jouer pour son pays. C'est pourquoi, revenu au bercail, Paul Biya prend l'option de faire don de sa jeunesse, de sa vie au service du Cameroun. D'une année à l'autre, il va gravir les différents paliers de la haute administration camerounaise, puis finit par devenir président de la République. Devenu président, l'État, sa grandeur, sa viabilité et sa pérennité vont constituer la matrice de son action. Très peu porté vers les excentricités, Paul Biya a gardé de ses origines paysannes le goût de la terre et à ses compatriotes, il ne se lasse pas de faire partager sa passion pour l'agriculture. Père de famille discret et attentionné, il a trouvé en Chantal Biya son atout charme pour conquérir davantage les cœurs de ses compatriotes et gagner la bataille du social. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules, le président de la République conserve auprès de sa jeunesse et de la grande armée des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti, un arsenal séductif impressionnant. Malgré les intempéries parfois de grande ampleur, malgré un magistère émaillé de différentes crises, complots et trahisons, le président Biya reste inoxydable. Sa longévité exceptionnelle au sommet de l'État tient à la fois à sa fidélité aux valeurs sacrées de la République, mais aussi et avant tout en la confiance sans cesse renouvelée à lui par son peuple, toute sensibilité sociopolitique confondue. Au Cameroun de Paul Biya, terre d'opportunités, les raisons d'espérer sont nombreuses. Dans un environnement international de plus en plus régi par les relations d'interdépendance, il a pris le parti d'ouvrir son pays au monde, de l'enrichir au contact des autres dirigeants. Aujourd'hui, l'acuité de son regard sur la marche du monde fait unanimement de lui un homme d'État écouté, consulté et respecté. Plus qu'un homologue pour ses pairs, le président Biya est devenu un inspirateur. Point de doute là-dessus, en cette année 2018, année de tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, apparaît comme la meilleure réponse camerounaise pour relever les défis du moment. Paul Biya, le bouclier le plus sûr, l'homme de la situation.
Et voici Maître Akeremouna Tabeng, avocat chevronné et ancien bâtonnier au barreau du Cameroun. Il est également en lice pour la prochaine présidentielle. L'ancien vice-président de l'ONG Transparency International se présente pour la première fois à ce scrutin présidentiel, mais il se veut le candidat idéal pour l'alternance au Cameroun. Son portrait brossé ici par Julienne Vogo. En politique depuis 10 mois, mais déjà investi par le Front populaire pour le développement en vue de l'élection présidentielle à venir. Maître Akeremouna dit n'avoir jamais perdu une élection. Je me suis présenté à plusieurs élections dans ma vie. Je n'en ai encore perdu aucune. Et je ne pense pas que je vais commencer maintenant. C'est moi. Membre de l'Union africaine sur les flux financiers et illicites en Afrique, il cite les niches de corruption auxquelles il va s'attaquer. Si vous traitez le problème de corruption, vous allez économiser au moins 40%. Fils de Salomon Tandemouna, l'un des pères de la réunification, l'avocat prône le dialogue, mais dénonce le manque de légitimité des personnes en charge du règlement de la crise sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. 66 ans marié, Akeremouna affirme qu'il est le candidat de l'alternance. Serge Espoir Matomba figure parmi les 9 sélectionnés pour la présidentielle. À 39 ans, il mise sur sa jeunesse et sur le côté innovant de son projet de société pour s'imposer dans ce scrutin. Découvrons donc l'un des plus jeunes candidats à la présidentielle 2018 sous le coup de pinceau de Éric Benjamin Lamère. Il est un peu plus de 9 h ce mercredi. Serge Espoir Matomba débarque dans les locaux de son parti ici au quartier d'Iguessono à Yaoundé. Le candidat à l'élection présidentielle interpelle les membres de son équipe de campagne sur l'exigence de ponctualité. On ne commence pas le travail à 9h30. On commence à 8h. Quand vous arrivez à 9h24, c'est beaucoup fait. Conseiller municipal à la commune de Douala 4e depuis 2013, le premier secrétaire du parti dénommé Peuple Uni pour la rénovation sociale PURS se veut un homme pur et neuf. À 39 ans, Serge Espoir Matomba se présente comme un self-made man, fils d'un fonctionnaire de police et d'une mère au foyer. Il dit avoir bénéficié d'une éducation stricte, chrétienne et rigoureuse, avec comme valeur cardinale l'amour du prochain, l'entraide, le sens du partage et de la responsabilité. C'est ce qui fonde sa personnalité et devrait faire la différence dans les urnes le 7 octobre prochain. C'est l'humilité, l'écoute, la volonté de servir, la capacité de rendre compte. Vous savez, je pourrais vous donner tant d'éléments. Si le sort de la jeunesse reste sa principale préoccupation, son projet de société repose sur 5 piliers. Le combat contre les inégalités, la lutte pour une économie souveraine, une sécurité protective, un cadre de santé préventif et curatif, ainsi que la réforme du système éducatif pour le rendre excellent. Pour la victoire au soir du 7 octobre, comme il en est convaincu, Serge Espoir Matomba déploie une stratégie de campagne qui allie travail de terrain et omniprésence sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Adamoun Damjoya est l'un des plus anciens dans cette course au prestigieux palais d'Etoudi. Un seigneur donc, il en est à sa 4e candidature à cette élection présidentielle au Cameroun. Le meilleur score du président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, aura été enregistré en 2004 avec 4,4%. Adamoun Damjoya se présentait alors à la tête de la coalition pour la réconciliation nationale et la reconstruction. 76 ans, le maire de Fumba aspire à la magistrature suprême avec en haut de son programme la lutte contre la corruption. Les traits saillants de cet homme politique sous la plume de Oswald Modon. Il peut passer pour un habitué des élections présidentielles au Cameroun. Adamoun Damjoya présente sa première candidature au scrutin de 1992, un an après la création de son parti politique, l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Au bout du compte, il se classe 4e, avec 3,6% de voix. Il fera l'impasse sur la présidentielle de 1997, avant de revenir en 2004, porté par la Coalition pour la réconciliation nationale et la reconstruction, une coalition de partis politiques de l'opposition, dont c'était de solidariser le SDF. C'est d'ailleurs au cours de ce scrutin qu'il obtiendra son meilleur score jusqu'ici, à une élection présidentielle, 4,48%. En 2011, sous la bannière de son parti politique, l'UDC, Adamoun Damjoya enregistre 1,7% des voix à l'élection présidentielle.
Pour 2018, à 76 ans, le natif de Fumban dans la région de l'Ouest est candidat pour la 4e fois. Il envisage limiter les mandats de 5 ans chacun. Il plaide aussi pour une élection présidentielle à 2 tours. La lutte contre la corruption est l'un de ses chevaux de bataille. Sa longévité sur la scène politique est garantie par une base militante fidèle. À date, l'UDC compte 163 conseillers municipaux, 4 députés à l'Assemblée nationale et 5 maires. Adamoun Dam Dioya a par ailleurs inscrit son nom sur d'autres pages de la vie nationale. L'on retient par exemple qu'il fut le tout premier directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun entre 1972 et 1975. Adamoun Dam Dioya a aussi une autre histoire dans le gouvernement où il était ministre de l'Éducation nationale de 1977 à 1980 avant d'être nommé ministre délégué à la présidence, chargé de l'inspection générale de l'État et des réformes administratives. La CRTV, votre chaîne, est dans le sens du vent de cette saison de pré-campagne. Vous avez ainsi pu suivre hier soir sur cette antenne la toute première édition de l'émission de débat 100% présidentielle avec un duel entre le candidat de l'ADD, Garga Manadji, et le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, le professeur Jacques Famdongo. Entre autres centres d'intérêt dans le débat, l'impératif de l'unité nationale face à la crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose ici un extrait de ces arguments croisés. Quand le président m'a envoyé dans ces zones-là, j'ai vu toute personnalité qui compte dans ces régions. Les folles, même le président du SDF, j'ai été à son domicile. Et j'apprends que le cardinal Toumi est en train de faire une tournée diocésaine dans la région de Manfé. Et j'arrive à 23h à Manfé, le cardinal n'était pas là, ils étaient encore en train de faire leur tournée. J'ai joué au gardien, je suis resté, ils sont revenus à 23h. On est entré de 23h à 2h du matin. Nous étions 2. Je lui ai dit, votre rôle, à la fois d'ecclésiaste, à la fois de personnalité réputée, de chrétien éprouvé, vous invite à jouer un rôle. Un groupuscule d'anglophones demande la sécession. D'aucuns, évidemment, demandent le fédéralisme. Mais la réponse du président Paul Biya, c'est un État unitaire décentralisé. Je crois que c'est clair, c'est net. Alors, au départ, c'était effectivement des revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Les problèmes ont été résolus après plusieurs descentes des membres du gouvernement concerné à Bamenda, fait d'ailleurs relativement inédit dans notre histoire. Le gouvernement s'est déplacé à Bamenda, 5 ministres se sont déplacés 3 fois. Et chaque fois que nous étions sur le point de signer la levée de la grève, on nous ajoutait d'autres conditionnalités rédhibitoires. Et ce qui faisait donc que, évidemment, nous ne pouvions pas signer. Et nous avons donc compris qu'il y avait un agenda caché. 100% présidentiel, c'était hier soir une présentation de Aimé Robert Bina. Rendez-vous au prochain numéro sur la CRTV. Le président de la République, Paul Biya, fait la une des 2 derniers numéros du magazine Jeune Afrique Économie des mois de juin à août 2018. Le magazine panafricain fait en effet la part belle au Cameroun. Dans le sommaire, l'histoire, les institutions, les atouts économiques et même la crise sociopolitique en cours pour expliquer et informer en toute liberté. Le Cameroun est donc en vitrine dans Jeune Afrique Économie. Voici la note de lecture de Nadia Mama de CRTV News. Le Cameroun au centre des 2 derniers numéros de Jeune Afrique Économie. Le premier est un spécial Cameroun. Paru en juin 2018, le magazine présente la mauvaise tentation sécessionniste à côté de la volonté d'unité nationale. Dans un contexte sécuritaire tendu, Joseph Betty Assomo et Martin Bargangele sont présentés comme les hommes clés du président Paul Biya. Dans cette édition, 40 pages sont consacrées au dernier réaménagement ministériel au Cameroun. Une nouvelle équipe que le magazine situe entre renouvellement, continuité et redistribution des cartes.
Les 11 sages du Conseil constitutionnel sont aussi en peinture dans ce numéro, tout comme Meko Bessone, président de la Cour suprême. Le magazine revient également sur les dernières élections sénatoriales au Cameroun. Dans son numéro de juillet-août, Jeune Afrique Économie consacre tout un dossier au Cameroun. 40 pages qui présentent les atouts de Paul Biya pour l'élection présidentielle 2018. Le candidat RDPC y est décrit comme une force fascinante dans l'éditorial de Blaise Pascal Talla. La Voix du continent, dans sa 407e parution, met le Cameroun au cœur de la tension internationale. Entre crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la prochaine élection présidentielle, les grandes puissances observent le pays de Paul Biya qui vient de lancer un plan humanitaire de 12 milliards de francs CFA pour établir un cadre propice à l'épanouissement et au développement des populations affectées par la situation sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Et pour cette présidentielle 2018, il faut dire que le travail ne fait que commencer pour Elections Cameroun après la publication de la liste provisoire des candidats hier mardi. Et en attendant le contentieux préélectoral, Elecam se mobilise déjà pour l'acheminement du matériel de vote. L'on annonce aussi dans les tout prochains jours des visites d'évaluation sur différents sites par des membres du Conseil électoral. L'avenir immédiat à Elecam, décrypté par Séverin Alégambélé. Le Conseil électoral a rendu la première copie de l'examen des 27 dossiers déposés le 19 juillet dernier. 9 candidatures sont retenues pour le moment. Mais ce n'est qu'une étape d'un long processus qui appelle éventuellement l'entrée en scène du Conseil constitutionnel pour vider le contentieux préélectoral. La loi donne un délai de 2 jours suivant la publication de la liste pour la saisine du Conseil constitutionnel. L'auguste institution dispose de 10 jours pour statuer sur les cas qui lui seront soumis. À Elections Cameroun, c'est une autre étape du processus qui s'enchaîne. Il faudrait, entre autres, accélérer la distribution des cartes d'électeurs. Le Conseil, les membres du Conseil vont descendre sur le terrain pendant 15 jours en vue de discuter avec les autres acteurs du processus. En ce qui concerne la direction générale, à ce jour, nous avons pratiquement tout le matériel de rassurer les Camerounais que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions. La liste est définitive connue. Il faudra s'atteler à la confection des éléments d'identification de chaque candidat. Par exemple, l'impression des bulletins de vote ou des professions de foi. La grande enquête du 20h30 ce soir questionne un aspect troublant de cette présidentielle 2018. Où sont donc passées les femmes? Aucune dame ne figure en effet sur la liste des 9 candidats publiés par Elecam hier, malgré les 2 dossiers féminins reçus par l'institution et sous réserve d'éventuels recours auprès de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel. Cette absence, en tout cas, c'est une occasion manquée pour les femmes. Est-ce qu'elle remet donc au goût du jour le rapport des femmes, la question même du rapport des femmes camerounaises à la politique? Lucrèce Modou-Ndiemba a mené l'enquête. Tous des hommes, ni Abiba Issa de l'UPC, ni la candidate indépendante Geneviève Anvené n'a pu passer entre les mailles de l'Ecam. Sous réserve de la suite du processus, la pilule a du mal à passer, mais on prend acte. Cette liste nous a totalement choqués. Les responsables des partis politiques n'ont pas pris en compte les candidatures féminines. Il se pourrait que Elecam ait détecté des raisons objectives d'inéligibilité de ces candidatures. Soulignons cependant que l'absence des femmes à la présidentielle cette fois au Cameroun n'est pas une particularité camerounaise. Le scrutin uninominal leur serait défavorable de par le monde. Les partis politiques ont tendance à désigner des candidats dont ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Or, la légitimité politique des femmes est toujours remise en question. Si on prend notre cas, le facteur économique, combien de femmes vont mobiliser 30 millions pour payer le cautionnement? Cependant, au Cameroun comme ailleurs, cette absence est une occasion manquée pour les femmes. L'élection présidentielle étant l'une des élections les plus importantes. Donc, une présence féminine aurait pu contribuer à la visibilité des femmes dans l'espace public camerounais et plus spécifiquement dans l'espace politique.
Et cette absence de candidature féminine est d'autant plus regrettable qu'elle constitue 51% de la population camerounaise et que le nombre de femmes inscrites sur les listes électorales est allé décrescendo au fil des années. Tenez, au 27 avril 2018, sur 223 030 inscrits, on ne comptait que 85 291 femmes. La faute aux construits sociaux, culturels. Dans la socioculture africaine, la femme est celle qui doit être derrière. Les femmes se prennent aussi comme les cadets sociaux. Ce verrou socio-culturel l'ayant amené à vivre en retrait par rapport à tout ce qui est public, en retrait par rapport à tout ce qui est politique. Aller s'inscrire sur une liste électorale, c'est pour elle assez accessoire. Ce n'est certainement pas accessoire, d'où l'importance de revoir certaines stratégies de promotion des femmes en politique. Nous devons nous organiser pour accompagner même la composition des dossiers de candidature. Si on veut faire avancer davantage la représentation politique des femmes, le Cameroun, le gouvernement devrait prendre le quota obligatoire. Alors peut-être seulement pourrait-on parler d'élections féminines au Cameroun. Autre chose à présent dans le journal, peut-être la fin des abus et de l'arbitraire dans les commissariats et les prisons au Cameroun. Les membres de la commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive prenaient fonction ce mercredi à Yaoundé. Le premier président de la Cour suprême, en installant ses pionniers, leur a rappelé les missions, réparer les préjudices subis par les personnes innocentées et puis sanctionner les fonctionnaires en porte-à-faux avec les droits et les libertés des citoyens. Thérèse Yolande Dima. Les défis qui interpellent les membres de la toute première commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive au Cameroun sont à la dimension de l'attente des requérants. Une mission noble pour les 10 titulaires et leurs 9 suppléants qui auront à se prononcer sans complaisance sur tous les cas des personnes innocentées au terme d'une procédure et désireuses de bénéficier d'une réparation. Au-delà de cette mission de réparation, il y a une mission pédagogique, une mission de prévention. Par sa mise en place, par la mise en place de la commission, j'espère, en tout cas la commission espère que les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République et les juges d'instruction feront davantage attention à la manière dont ils manient les mesures restrictives de liberté des citoyens. Les membres de la commission sont conscients des attentes placées en eux. Le rôle de chaque membre de la commission, je pense, c'est d'instruire les dossiers, de regarder premièrement est-ce qu'il y a eu des détentions arbitraires, mais ça c'est la loi qui nous le dit. Et une fois qu'on aura dit s'il y a eu des détentions arbitraires, il faudra maintenant voir si le préjudice subi du fait de la détention arbitraire est un préjudice d'une particulière gravité. En insistant sur la tâche assignée aux membres de la commission Bekombe, le procureur général près la Cour suprême, Luc Jodo, dans ses réquisitions va relever l'importance de cette nouvelle instance qui a 2 objectifs majeurs: sanctionner les abus des officiers de police judiciaire et des magistrats qui nuisent aux droits et aux libertés des citoyens et assurer un encadrement des personnels placés sous leur autorité pour éviter des égarements préjudiciables. Même son de cloche pour le premier président de la Cour suprême, Daniel Meko-Bessonné, qui va demander aux membres de la commission d'être en phase avec le droit afin que toute personne victime de garde à vue ou de détention provisoire abusive puisse trouver réparation. Les décisions prises devront refléter la réalité. Il y va de la crédibilité même de cette jeune institution appelée à faire preuve de discernement entre les faux et les vrais innocents pour que la commission ne devienne pas un fonds de commerce pour certains Camerounais véreux. Cap sur la région du Sud, sur les pas du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Après Saint-Mélima hier, Jean-Claude Mbouenchou était ce mercredi à Ebolova. Et là-bas, tout comme hier à Saint-Mélima, il a procédé à la réception provisoire de logements sociaux, fruit du plan d'urgence triennal. Reportage à Ebolova, Franck Evina.
Les 100 logements sociaux des Bolova ont changé la physionomie d'Ngalane, village du comice agro-pastoral de 2011. Il s'agit de 26 villas dont 14 jumelées et 12 isolées. Le reste constitué d'appartements de 3 et 4 chambres salons. Le camp est aussi doté d'un supermarché, un centre de santé, une école ainsi que des bureaux. Le tout raccordé par des voies bitumées. Un cadre de vie plaisant, provisoirement réceptionné par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les logements faits dans le cadre du plan d'urgence triennal, décidé par le chef de l'État, exécuté par une entreprise marocaine. D'autres recommandations de M. le ministre ont été faites aujourd'hui, mais ce n'est pas des choses majeures, donc je suis juste pour la finition. Dans ce site où nous sommes, c'était le site de l'ancien, où s'est déroulé le comice agro-pastoral de Bolova. Vous vous rendez compte que ce site est devenu finalement une nouvelle ville. Doté de nouveaux logements sociaux, Bolova bénéficie aussi de plusieurs projets d'aménagement urbain. En prenant le pouls des chantiers, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a apporté des réponses à certaines préoccupations. Cas du processus d'expropriation des populations installées sur le tracé de la bretelle devant relier le lieu dit Sagacité à la descente abattoir au quartier en Mont 3. Un projet qui bénéficie d'un financement spécial d'un peu plus de 800 millions de francs CFA. Il y a quelques problèmes d'expropriation, d'indemnisation. Nous avons donné des instructions que ceci soit réglé au plus vite par la descente sur les lieux de la commission, n'est-ce pas, préfectorale. En chantier de part et d'autre, Bolova, ville du chimpanzé pourri, augmente petit à petit son capital séduction pour éviter d'être comme son nom l'indique. Parlons à présent d'une nouvelle catégorie de médiateurs sociaux. On les appelle des conseillers de salariés. Leur mission, assister les travailleurs dans le règlement des conflits au sein de l'entreprise et à l'inspection du travail. La première vague de ces conseillers, formés par les soins de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, recevait des attestations ce mercredi des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna. Le reportage, Pierre Binamba. C'est l'Institut supérieur des sciences du travail ayant pour vocation la formation des cadres syndicaux qui met ainsi son expertise à la disposition de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Une centrale syndicale pour cette session de formation des conseillers du salarié. Le conseiller du salarié a le même rôle que l'avocat. Il défend le travailleur au sein de l'entreprise et il assiste au conseil, à l'inspection du travail. Au cours de cette cérémonie, 8 salariés reçoivent des attestations. Que ce soit au niveau des licenciements abusifs ou certaines réclamations comme les échelons ou les catégories qui ne changent pas au cours des années. Donc, du moment où il n'y a plus de dialogue entre l'employé et l'employeur, nous intervenons pour que les choses se passent au mieux. Notre mission, c'est de défendre le salarié au niveau du conseil de discipline de son entreprise, pour l'accompagner pour la défense au niveau du tribunal. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, salue l'initiative de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, et félicite les lauréats du jour pour cette formation sanctionnée par une attestation qui est au service de la défense des bons travailleurs. La cérémonie de remise des attestations de fin de formation des conseillers du salarié coïncide avec l'ouverture de la première session de formation des membres des bureaux des sections syndicales d'entreprise. Le ministère de l'Éducation de base accueillait ce mercredi son nouveau secrétaire général. Ebone Paul Tikou a été installé par Madame le ministre Youssouf Adjidja Halim. Principale prescription, veiller à l'application rigoureuse de la nouvelle politique du livre unique par matière dès la rentrée prochaine. Étienne Pascal Azeghe était au cercle municipal de Yaoundé pour la rédaction. Ebone Paul Tikou est appelé à mettre au service du ministère de l'Éducation de base sa riche expérience professionnelle au moment où il prend les rênes du secrétariat général. Ce professeur hors échelle des écoles normales des instituteurs devrait aider à la mise en œuvre complète de la feuille de route de ce département ministériel. J'avais travaillé au ministère de l'Éducation comme inspecteur pédagogique en charge de l'école primaire et maternelle. Donc je pense que j'ai une certaine idée, mais en travaillant en collaboration avec tous qui sont là devant moi, je pense qu'on peut faire quelque chose pour avancer l'éducation au Cameroun.
Celui que le ministre Youssouf Adidja Alim présente comme étant the right man in the right place est détenteur de 2 masters, dont un en sciences de l'éducation. Le natif de Koumba, dans la région du sud-ouest, est âgé de 59 ans, dont 22 passés comme proviseur dans plusieurs lycées bilingues au Cameroun. Et Bonnet Paul Tikou remplace à ce poste Bissé Beya, muté au ministère des enseignements secondaires. Le Cameroun se souvenait ce 8 août des martyrs de l'indépendance. L'apothéose de la commémoration des héros nationaux, Rudolf Manga-Bell et Adolphe Ngosodine, a lieu en ce moment même sur le site historique des exécutions. Les activités sont conduites par le roi des Belles à Douala. Retrouvons sur place Marie-Gabrielle Mfege. C'est l'esplanade de l'actuelle marine marchande à Bonanjo, à Douala, site mythique de l'histoire du Cameroun, où ont été exécutés le King Rudolf Douala Manga-Bell et son secrétaire Adolphe Ngosodine, qui a accueilli la cérémonie d'hommage du 104e anniversaire de la commémoration de ces martyrs et héros nationaux. Le canton Bell, conduit par son Altesse royale Jean-Yves Bébé Douala Manga-Bell, dans la pure tradition dès les premières lueurs du jour, et c'est aux représentants du gouverneur, le chef du service des affaires socio-culturelles et économiques, qu'est revenu l'honneur de déposer une gerbe de fleurs à l'endroit même où a implanté l'arbre qui avait servi jadis à la pendaison des héros et martyrs. Vêtus d'une tunda, l'herbe sacrée, les fils et les filles du canton Bell, une torche traditionnelle allumée afin que l'esprit des défunts perdure à jamais et éclairer tout le peuple sawa. L'on retient que l'esprit de sacrifice pour l'intérêt commun, des actes patriotiques, pour la préservation de l'intégrité nationale, l'unité et la conservation de notre patrimoine, à l'exemple de ces héros, doit perdurer au Cameroun pour la paix et l'unité. Une procession en direction de la pagode, palais royal, et du cimetière Njonjo, où les âmes des héros reposent en paix pour l'éternité, a été effectué. Des rites afin que les doléances et les requêtes du Cameroun tout entier soient toujours écoutées dans l'au-delà. Les diplomates du Canada et du Rwanda étaient reçus ce mercredi au ministère des Relations extérieures. Le ministre Lejeune Belambela s'est entretenu tour à tour avec son Excellence Nathalie O'Neill, haut-commissaire du Cameroun, du Canada, puis son Excellence Jean-Baptiste Habyarimana, l'ambassadeur du Rwanda. Voici le compte-rendu de Laurentine Bokono. Pas de répit pour la diplomatie camerounaise. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun, Nathalie O'Neill, est la première ce mercredi 8 août 2018 à franchir les portes du cabinet du ministre, le jeune Belambela. Échange convivial entre les deux personnalités, reflet d'une diplomatie rayonnante. Nous avons parlé de la programmation canadienne au Cameroun, nous avons parlé un peu d'élections, nous avons parlé évidemment de la situation difficile là, dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, nous avons parlé des compagnies canadiennes. Donc on a vraiment fait un grand survol là, des thèmes qui nous intéressent et qui nous préoccupent. Le Canada entretient avec le Cameroun des anciennes relations diplomatiques. Ces liens se sont renforcés avec l'OTAN par des affinités particulières. L'usage des mêmes langues officielles, l'anglais, le français, et une appartenance à l'Organisation internationale de la francophonie et au Commonwealth. Au pas de course est annoncée la deuxième audience. Jean-Baptiste Habyarimana, ambassadeur du Rwanda au Cameroun, avec résidence à Brazzaville, au Congo. L'entretien entre les deux personnalités s'inscrit en droite ligne des liens d'amitié et de fraternité qui caractérisent les relations entre les deux pays. De l'Amérique du Nord à l'Afrique de l'Est, la diplomatie camerounaise reste rayonnante. Je vous signale ce télégramme officiel de condoléances du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Joko Widodo, le président de la République d'Indonésie à Jakarta, à la suite du très lourd bilan des victimes et des blessés, conséquence du violent séisme qui a dévasté l'île de Lombok.
La page des sports pour la suite de la mission d'évaluation des infrastructures de la CAN Cameroun Total 2019 par les inspecteurs de la CAF. La délégation était ce mercredi à l'étape de Garoua en compagnie du ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidong Pat. Du stade Rumde Hadja aux autres projets, voici le reportage à Garoua de Claver Pascal Ndanga. Accueilli chaleureusement à l'aéroport international de Garoua par le gouverneur Jean Abaté dit, la délégation de la CAF conduite par Anthony Bafoé, qu'accompagne le ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidong Pat, met ensuite le cap sur les différents chantiers de construction des infrastructures sportives et hôtelières dans le cadre de la CAN Total Cameroun 2019. Au stade Rumde Hadja de Garoua, la délégation est accueillie par une ambiance de travail. Les ingénieurs, tout comme les manœuvres, sont à la tâche dans l'optique d'achever l'extension de la tribune Est qui va porter à 20 000 places le stade principal de la compétition. Les émissaires de la CAF vont passer en revue tous les différents compartiments du stade et toujours, à chaque fois, très attentifs aux explications qu'accompagnent les questions et prises de notes. Même scénario au cours de la visite des stades d'entraînement de Rumde Hadja, Pumpumre, Raire, Sénages et le complexe de coton sport de Garoua. Dans les infrastructures hôtelières, c'est le même exercice. À l'hôtel des sports, tout comme l'hôtel de la cité, c'est la sérénité avec sur les visages des responsables en charge des travaux un air d'optimisme. En attendant les conclusions de cette troisième mission d'inspection de la CAF, le comité local de site de Garoua que préside le gouverneur Jean Abaté dit se veut serein. Des nouvelles de la délégation de la CAF à Garoua qui mettent un terme à ce 20h30 à retenir la fin du suspense depuis hier mardi pour les candidats à la présidentielle 2018, sauf dernière validation par le Conseil constitutionnel. Le 20h30 vous a invité à la découverte des portraits et des parcours des présidentiables. La fin du rêve pour les deux dames engagées dans cette course à la présidentielle. Leur dossier rejeté après examen à l'ECAM. L'enquête du 20h30 questionnait la place de la femme camerounaise sur l'arène politique. La fin également de l'arbitraire et des abus avec l'avènement ce mercredi au Cameroun de la commission chargée des indemnisations des victimes. L'installation des pionniers de cette instance était montrée pour vous dans ce journal. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Lucie Colette Avoulou. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Jean Cyriac Bessé et Patricia Leba Metukson. Retrouvez sur cette antenne immédiatement à la fin de ce journal Melissa Nambangui dans le documentaire Between the Lines. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. CRTV News à regarder également sur le canal 394 du bouquet Canal+. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. De revoir certaines stratégies de promotion des femmes en politique. Nous devons nous organiser pour accompagner même la composition des dossiers de candidature. Si on veut faire avancer davantage la représentation politique des femmes, le Cameroun, le gouvernement devrait prendre le quota obligatoire. Alors peut-être seulement pourrait-on parler d'élections féminines au Cameroun. Autre chose à présent dans le journal, peut-être la fin des abus et de l'arbitraire dans les commissariats et les prisons au Cameroun. Les membres de la commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive prenaient fonction ce mercredi à Yaoundé. Le premier président de la Cour suprême, en installant ses pionniers, leur a rappelé les missions, réparer les préjudices subis par les personnes innocentées et puis sanctionner les fonctionnaires en porte-à-faux avec les droits et les libertés des citoyens. Thérèse Yolande Dima.
Les défis qui interpellent les membres de la toute première commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive au Cameroun sont à la dimension de l'attente des requérants. Une mission noble pour les 10 titulaires et leurs 9 suppléants qui auront à se prononcer sans complaisance sur tous les cas des personnes innocentées au terme d'une procédure et désireuses de bénéficier d'une réparation. Au-delà de cette mission de réparation, il y a une mission pédagogique, une mission de prévention. Par sa mise en place, par la mise en place de la commission, j'espère, en tout cas la commission espère que les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République et les juges d'instruction feront davantage attention à la manière dont ils manient les mesures restrictives de liberté des citoyens. Les membres de la commission sont conscients des attentes placées en eux. Le rôle de chaque membre de la commission, je pense, c'est d'instruire les dossiers, de regarder premièrement est-ce qu'il y a eu des détentions arbitraires, mais ça c'est la loi qui nous le dit. Et une fois qu'on aura dit s'il y a eu des détentions arbitraires, il faudra maintenant voir si le préjudice subi du fait de la détention arbitraire est un préjudice d'une particulière gravité. En insistant sur la tâche assignée aux membres de la commission Bekombe, le procureur général près la Cour suprême, Luc Jodo, dans ses réquisitions va relever l'importance de cette nouvelle instance qui a 2 objectifs majeurs: sanctionner les abus des officiers de police judiciaire et des magistrats qui nuisent aux droits et aux libertés des citoyens et assurer un encadrement des personnels placés sous leur autorité pour éviter des égarements préjudiciables. Même son de cloche pour le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, qui va demander aux membres de la commission d'être en phase avec le droit afin que toute personne victime de garde à vue ou de détention provisoire abusive puisse trouver réparation. Les décisions prises devront refléter la réalité. Il y va de la crédibilité même de cette jeune institution appelée à faire preuve de discernement entre les faux et les vrais innocents pour que la commission ne devienne pas un fonds de commerce pour certains Camerounais véreux. Cap sur la région du Sud, sur les pas du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Après Saint-Mélima hier, Jean-Claude Mbouenchou était ce mercredi à Ebolova. Et là-bas, tout comme hier à Saint-Mélima, il a procédé à la réception provisoire de logements sociaux, fruit du plan d'urgence triennal. Reportage à Ebolova, Franck Evina. Les 100 logements sociaux d'Ebolova ont changé la physionomie d'Ngalan, village du comice agro-pastoral de 2011. Il s'agit de 26 villas, dont 14 jumelées et 12 isolées. Le reste constitué d'appartements de 3 et 4 chambres salons. Le camp est aussi doté d'un supermarché, un centre de santé, une école, ainsi que des bureaux. Le tout raccordé par des voies bitumées. Un cadre de vie plaisant, provisoirement réceptionné par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les logements faits dans le cadre du plan d'urgence triennal, décidé par le chef de l'État, exécuté par une entreprise marocaine. D'autres recommandations de M. le ministre ont été faites aujourd'hui, mais ce n'est pas des choses majeures, hein, donc je suis juste pour la finition. Dans ce site où nous sommes, c'était le site de l'ancien, où s'est déroulé le comice agro-pastoral d'Ebolova. Vous vous rendez compte que ce site est devenu finalement une nouvelle ville. Doté de nouveaux logements sociaux, Ebolova bénéficie aussi de plusieurs projets d'aménagement urbain. En prenant le pouls des chantiers, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a apporté des réponses à certaines préoccupations. Cas du processus d'expropriation des populations installées sur le tracé de la bretelle devant relier le lieu dit Sagacité à la descente abattoir au quartier en Mont 3. Un projet qui bénéficie également en lice pour la prochaine présidentielle. L'ancien vice-président de l'ONG Transparency International se présente pour la première fois à ce scrutin présidentiel, mais il se veut le candidat idéal pour l'alternance au Cameroun. Son portrait brossé ici par Julienne Vogo. En politique depuis 10 mois, mais déjà investi par le Front populaire pour le développement en vue de l'élection présidentielle à venir. Maître Akeremouna dit n'avoir jamais perdu une élection. Je me suis présenté à plusieurs élections dans ma vie. Je n'en ai encore perdu aucune. Et je ne pense pas que je vais commencer maintenant. C'est moi.
Membre de l'Union africaine sur les flux financiers et illicites en Afrique, il cite les niches de corruption auxquelles il va s'attaquer. Si vous traitez le problème de corruption, vous allez économiser au moins 40%. Fils de Salomon Tandemuna, l'un des pères de la réunification, l'avocat prône le dialogue mais dénonce le manque de légitimité des personnes en charge du règlement de la crise sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. 66 ans marié, Akeremuna affirme qu'il est le candidat de l'alternance. Serge Espoir Matomba figure parmi les 9 sélectionnés pour la présidentielle. À 39 ans, il mise sur sa jeunesse et sur le côté innovant de son projet de société pour s'imposer dans ce scrutin. Découvrons donc l'un des plus jeunes candidats à la présidentielle 2018 sous le coup de pinceau de Éric Benjamin Lamère. Il est un peu plus de 9 h ce mercredi. Serge Espoir Matomba débarque dans les locaux de son parti ici au quartier d'Iguessono à Yaoundé. Le candidat à l'élection présidentielle interpelle les membres de son équipe de campagne sur l'exigence de ponctualité. On ne commence pas le travail à 9h30. On commence à 8h. Quand vous arrivez à 9h24, c'est beaucoup fait. Conseiller municipal à la commune de Douala 4e depuis 2013, le premier secrétaire du parti dénommé Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PURS se veut un homme pur et neuf. À 39 ans, Serge Espoir Matomba se présente comme un self-made man, fils d'un fonctionnaire de police et d'une mère au foyer. Il dit avoir bénéficié d'une éducation stricte, chrétienne et rigoureuse, avec comme valeur cardinale l'amour du prochain, l'entraide, le sens du partage et de la responsabilité. C'est ce qui fonde sa personnalité et devrait faire la différence dans les urnes le 7 octobre prochain. C'est l'humilité, l'écoute, la volonté de servir, la capacité de rendre compte. Vous savez, je pourrais vous donner tant d'éléments. Si le sort de la jeunesse reste sa principale préoccupation, son projet de société repose sur 5 piliers. Le combat contre les inégalités, la lutte pour une économie souveraine, une sécurité protective, un cadre de santé préventif et curatif, ainsi que la réforme du système éducatif pour le rendre excellent. Pour la victoire au soir du 7 octobre, comme il en est convaincu, Serge Espoir Matomba déploie une stratégie de campagne qui allie travail de terrain et omniprésence sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Adamoun Damjoya est l'un des plus anciens dans cette course au prestigieux palais d'Etoudi. Un seigneur donc, il en est à sa 4e candidature à cette élection présidentielle au Cameroun. Le meilleur score du président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, aura été enregistré en 2004 avec 4,4%. Adamoun Damjoya se présentait alors à la tête de la coalition pour la réconciliation nationale et la reconstruction. 76 ans, le maire de Fumba aspire à la magistrature suprême avec en haut de son programme la lutte contre la corruption. Les traits saillants de cet homme politique sous la plume de Oswald Modon. Il peut passer pour un habitué des élections présidentielles au Cameroun. Adamoun Damjoya présente sa première candidature au scrutin de 1992, un an après la création de son parti politique, l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Au bout du compte, il se classe 4e, avec 3,6% de voix. Il fera l'impasse sur la présidentielle de 1997, avant de revenir en 2004, porté par la Coalition pour la réconciliation nationale et la reconstruction, une coalition de partis politiques de l'opposition, dont c'était de solidariser le SDF. C'est d'ailleurs au cours de ce scrutin qu'il obtiendra son meilleur score jusqu'ici, à une élection présidentielle, 4,48%. En 2011, sous la bannière de son parti politique, l'UDC, Adamoun Damjoya enregistre 1,7% des voix à l'élection présidentielle. Pour 2018, à 76 ans, le natif de Fumba dans la région de l'Ouest est candidat pour la 4e fois. Il envisage limiter les mandats à 2, 5 ans chacun. Il plaide aussi pour une élection présidentielle à 2 tours. La lutte contre la corruption est l'un de ses chevaux de bataille. Sa longévité sur la scène politique est garantie par une base militante fidèle. À date, Cameroun au cœur de la tension internationale. Entre crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la prochaine élection présidentielle, les grandes puissances observent le pays de Paul Biya qui vient de lancer un plan humanitaire de 12 milliards de francs CFA pour établir un cadre propice à l'épanouissement et au développement des populations affectées par la situation sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays.
Et pour cette présidentielle 2018, il faut dire que le travail ne fait que commencer pour Elections Cameroun après la publication de la liste provisoire des candidats hier mardi. Et en attendant le contentieux préélectoral, Elecam se mobilise déjà pour l'acheminement du matériel de vote. L'on annonce aussi dans les tout prochains jours des visites d'évaluation sur différents sites par des membres du Conseil électoral. L'avenir immédiat à Elecam, décrypté par Séverin Alégambélé. Le Conseil électoral a rendu la première copie de l'examen des 27 dossiers déposés le 19 juillet dernier. 9 candidatures sont retenues pour le moment. Mais ce n'est qu'une étape d'un long processus qui appelle éventuellement l'entrée en scène du Conseil constitutionnel pour vider le contentieux préélectoral. La loi donne un délai de 2 jours suivant la publication de la liste pour la saisine du Conseil constitutionnel. L'auguste institution dispose de 10 jours pour statuer sur les cas qui lui seront soumis. À Elections Cameroun, c'est une autre étape du processus qui s'enchaîne. Il faudrait, entre autres, accélérer la distribution des cartes d'électeurs. Le Conseil, nous descend sur le terrain pendant 15 jours en vue de discuter avec les autres acteurs du processus. En ce qui concerne la direction générale, à ce jour, nous avons pratiquement tout le matériel de rassurer les Camerounais que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions. La liste est définitive connue. Il faudra s'atteler à la confection des éléments d'identification de chaque candidat. Par exemple, l'impression des bulletins de vote ou des professions de foi. La grande enquête du 20h30 ce soir questionne un aspect troublant de cette présidentielle 2018. Où sont donc passées les femmes? Aucune dame ne figure en effet sur la liste des 9 candidats publiés par Elecam hier, malgré les 2 dossiers féminins reçus par l'institution et sous réserve d'éventuels recours auprès de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel. Cette absence, en tout cas, c'est une occasion manquée pour les femmes. Est-ce qu'elle remet donc au goût du jour le rapport des femmes, la question même du rapport des femmes camerounaises à la politique? Lucrèce Modou-Ndjemba a mené l'enquête. Tous des hommes, ni Abiba Issa de l'UPC, ni la candidate indépendante Geneviève Anvené n'a pu passer entre les mailles de l'Ecam. Sous réserve de la suite du processus, la pilule a du mal à passer, mais on prend acte. Cette liste nous a totalement choqués. Les responsables des partis politiques n'ont pas pris en compte les candidatures féminine. Il se pourrait que Elecam ait détecté des raisons objectives d'inéligibilité de ces candidatures. Soulignons cependant que l'absence des femmes à la présidentielle cette fois au Cameroun n'est pas une particularité camerounaise. Le scrutin uninominal leur serait défavorable de par le monde. Les partis politiques ont tendance à désigner des candidats dont ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Or, la légitimité politique des femmes est toujours remise en question. Si on prend notre cas, le facteur économique, combien de femmes vont mobiliser 30 millions pour payer le cautionnement? Cependant, au Cameroun comme ailleurs, cette absence est une occasion manquée pour les femmes. L'élection présidentielle étant l'une des élections les plus importantes. Donc, une présence féminine aurait pu contribuer à la visibilité des femmes dans l'espace public camerounais et plus spécifiquement dans l'espace politique. Et cette absence de candidature féminine est d'autant plus regrettable qu'elle constitue 51% de la population camerounaise et que le nombre de femmes inscrites sur les listes électorales est allé décrescendo au fil des années. Tenez, au 27 avril 2018, sur 223 030 inscrits, on ne comptait que 85 291 femmes. La faute aux construits sociaux, culturels. Dans la socioculture africaine, la femme est celle qui doit être derrière. Les femmes se prennent aussi comme les cadets sociaux. Ce verrou socio-culturel l'ayant amené à vivre en retrait par rapport à tout ce qui est public, en retrait par rapport à tout ce qui est politique. Aller s'inscrire sur une liste électorale, c'est pour elle assez accessoire. Ce n'est certainement pas accessoire, d'où l'importance.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous sommes mercredi 8 août 2018. Voici la une du journal. La fin du suspense hier mardi pour les candidats à la présidentielle 2018, sauf dernière validation du Conseil constitutionnel. Qui donc sont les 9 sélectionnés à cette étape? Portraits et parcours en tête de ce journal. La fin du rêve pour les 2 dames engagées dans cette présidentielle 2018. Dossier rejeté après examen à Elekam. Et la question revient. Où sont donc passées les femmes politiques camerounaises? Éclairage dans la grande enquête du journal. La fin de l'arbitraire et des abus avec l'avènement ce mercredi de la commission chargée des indemnisations des victimes. L'installation des pionniers de cette instance et leur mission, c'est à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Le 20h30 vous ouvre ce soir la galerie de portraits des présidentiables 2018. En tête sur ce podium, le président de la République, son Excellence Paul Biya, candidat à sa propre succession. Depuis son excellent parcours académique jusqu'à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, Yves-Marc Medzo retrace ici la fulgurante trajectoire politique du chef de l'État camerounais. C'est une histoire qui prend sa source en Vomoka, au cœur de la forêt équatoriale du Sud Cameroun. Pétri dans la rigueur de l'éducation chrétienne, il grandit sous l'escorte des missionnaires, d'abord à l'école catholique d'Undun, puis au petit séminaire d'Edea et d'Akonon. Il regagne par la suite le lycée Leclerc de Yaoundé, où il va obtenir la première partie de son baccalauréat. La foi et l'éducation reçue de sa famille et de ses enseignants le préparent à affronter la dure expérience de la vie. Il va par la suite s'envoler pour l'Europe. Là-bas, il étudie le droit dans tout son raffinement et la science politique dans toute sa subtilité. Dans sa gibecière, une licence en droit, un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, un autre de l'Institut des hautes études d'outre-mer et pour couronner le tout, un diplôme d'études supérieures en droit public. Son séjour en Europe lui donne une vive conscience du rôle qu'il est appelé à jouer pour son pays. C'est pourquoi, revenu au bercail, Paul Biya prend l'option de faire don de sa jeunesse, de sa vie au service du Cameroun. D'une année à l'autre, il va gravir les différents paliers de la haute administration camerounaise, puis finit par devenir président de la République. Devenu président, l'État, sa grandeur, sa viabilité et sa pérennité vont constituer la matrice de son action. Très peu porté vers les excentricités, Paul Biya a gardé de ses origines paysannes le goût de la terre et à ses compatriotes, il ne se lasse pas de faire partager sa passion pour l'agriculture. Père de famille discret et attentionné, il a trouvé en Chantal Biya son atout charme pour conquérir davantage les cœurs de ses compatriotes et gagner la bataille du social. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules, le président de la République conserve auprès de sa jeunesse et de la grande armée des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti, un arsenal séductif impressionnant. Malgré les intempéries parfois de grande ampleur, malgré un magistère émaillé de différentes crises, complots et trahisons, le président Biya reste inoxydable. Sa longévité exceptionnelle au sommet de l'État tient à la fois à sa fidélité aux valeurs sacrées de la République, mais aussi et avant tout en la confiance sans cesse renouvelée à lui par son peuple, toute sensibilité sociopolitique confondue. Au Cameroun de Paul Biya, terre d'opportunités, les raisons d'espérer sont nombreuses. Dans un environnement international de plus en plus régi par les relations d'interdépendance, il a pris le parti d'ouvrir son pays au monde, de l'enrichir au contact des autres dirigeants. Aujourd'hui, l'acuité de son regard sur la marche du monde fait unanimement de lui un homme d'État écouté, consulté et respecté. Plus qu'un homologue pour ses pairs, le président Biya est devenu un inspirateur. Point de doute là-dessus, en cette année 2018, année de tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, apparaît comme la meilleure réponse camerounaise pour relever les défis du moment. Paul Biya, le bouclier le plus sûr, l'homme de la situation.
Et voici Maître Akeremouna Tabeng, avocat chevronné et ancien bâtonnier au barreau du Cameroun. Il est l'UDC contre 163 conseillers municipaux, 4 députés à l'Assemblée nationale et 5 maires. Adamoun Dam Dioya a par ailleurs inscrit son nom sur d'autres pages de la vie nationale. L'on retient par exemple qu'il fut le tout premier directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun entre 1972 et 1975. Adamoun Dam Dioya a aussi une autre histoire dans le gouvernement où il était ministre de l'Éducation nationale de 1977 à 1980 avant d'être nommé ministre délégué à la présidence, chargé de l'inspection générale de l'État et des réformes administratives. La CRTV, votre chaîne, est dans le sens du vent de cette saison de pré-campagne. Vous avez ainsi pu suivre hier soir sur cette antenne la toute première édition de l'émission de débat 100% présidentielle avec un duel entre le candidat de l'ADD, Garga Manadji, et le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, le professeur Jacques Famdongo. Entre autres centres d'intérêt dans le débat, l'impératif de l'unité nationale face à la crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose ici un extrait de ces arguments croisés. Quand le président m'a envoyé dans ces zones-là, j'ai vu toute personnalité qui compte dans ces régions. Les folles, même le président du SDF, j'ai été à son domicile. Et j'apprends que le cardinal Toumi est en train de faire une tournée diocésaine dans la région de Manfé. Et j'arrive à 23h à Manfé, le cardinal n'était pas là, ils étaient encore en train de faire leur tournée. J'ai joué au gardien, je suis resté, ils sont revenus à 23h. On est entré de 23h à 2h du matin. Nous étions deux. Je lui ai dit, votre rôle, à la fois d'ecclésiaste, à la fois de personnalité réputée, de chrétien éprouvé, vous invite à jouer un rôle. Un groupuscule d'anglophones demande la sécession. D'aucuns, évidemment, demandent le fédéralisme. Mais la réponse du président Paul Biya, c'est un État unitaire décentralisé. Je crois que c'est clair, c'est net. Alors, au départ, c'était effectivement des revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Les problèmes ont été résolus après plusieurs descentes des membres du gouvernement concerné à Bamenda, fait d'ailleurs relativement inédit dans notre histoire. Le gouvernement s'est déplacé à Bamenda, 5 ministres se sont déplacés 3 fois. Et chaque fois que nous étions sur le point de signer la levée de la grève, on nous ajoutait d'autres conditionnalités rédhibitoires. Et ce qui faisait donc que, évidemment, nous ne pouvions pas signer. Et nous avons donc compris qu'il y avait un agenda caché. 100% présidentiel, c'était hier soir une présentation de Aimé Robert Bina. Rendez-vous au prochain numéro sur la CRTV. Le président de la République, Paul Biya, fait la une des 2 derniers numéros du magazine Jeune Afrique Économie des mois de juin à août 2018. Le magazine panafricain fait en effet la part belle au Cameroun. Dans le sommaire, l'histoire, les institutions, les atouts économiques et même la crise sociopolitique en cours pour expliquer et informer en toute liberté. Le Cameroun est donc en vitrine dans Jeune Afrique Économie. Voici la note de lecture de Nadia Mama de CRTV News. Le Cameroun au centre des 2 derniers numéros de Jeune Afrique Économie. Le premier est un spécial Cameroun. Paru en juin 2018, le magazine présente la mauvaise tentation sécessionniste à côté de la volonté d'unité nationale. Dans un contexte sécuritaire tendu, Joseph Betty Assomo et Martin Bargangele sont présentés comme les hommes clés du président Paul Biya. Dans cette édition, 40 pages sont consacrées au dernier réaménagement ministériel au Cameroun. Une nouvelle équipe que le magazine situe entre renouvellement, continuité et redistribution des cartes. Les 11 sages du Conseil constitutionnel sont aussi en peinture dans ce numéro, tout comme Meko Bessone, président de la Cour suprême. Le magazine revient également sur les dernières élections sénatoriales au Cameroun.
Dans son numéro de juillet-août, Jeune Afrique Économique consacre tout un dossier au Cameroun. 40 pages qui présentent les atouts de Paul Biya pour l'élection présidentielle 2018. Le candidat RDPC y est décrit comme une force fascinante dans l'éditorial de Blaise Pascal Talla. La Voix du continent, dans sa 407e parution, met le